On a tous entendu parler de grandes arnaques, pas vrai? Mais attendez de découvrir celle-ci. C'est une histoire incroyable de mensonges, d'ambition et d'un bijou. Un bijou si cher qu'il a contribué à faire tomber une monarchie. Bienvenue dans l'affaire du collier de la reine, le plus grand scandale du XVIIIe siècle. Alors, imaginez un peu la scène. On est à Versailles, le 15 août 1785. C'est un grand jour de fête à la cour. Tout le monde est là, tout est luxe, tout est apparence. À ce moment précis, personne, mais alors personne, ne se doute que dans quelques minutes, un scandale immense va éclater et tout changer. Et voilà, c'est le moment clé. Le roi Louis XVI fait venir le cardinal de Rohan, un des hommes les plus importants du royaume. Et là, droit dans les yeux, il lui demande « Avez-vous le collier ?» Imaginez le choc pour le cardinal. Il devient tout pâle, il n'arrive plus à parler, l'ambiance est glaciale. C'est une simple question, mais elle sonne comme une terrible accusation. Et quelques minutes plus tard, c'est l'impensable qui se produit. Le cardinal de Rohan est arrêté par les gardes. Pas en secret, non, en public, devant toute la cour complètement stupéfaite. Un silence de mort s'installe. C'est une humiliation terrible. Alors la question que tout le monde se pose est simple. Mais de quel collier parle-t-on? Et pourquoi cette affaire est-elle si grave? Pour comprendre, il faut revenir en arrière et s'intéresser à l'objet au centre de toute l'histoire, le fameux collier. Un bijou qui semble presque maudit, qui avait déjà sa propre histoire bien avant que ce scandale n'éclate. Ce qui est complètement fou avec ce collier, c'est son prix. 1 600 000 livres. À l'époque, c'est une somme, mais astronomique. Une fortune colossale. Personne ne pouvait se payer un tel bijou. Pour qu'on se rende bien compte, avec 1,6 million de livres, on pouvait acheter plusieurs châteaux, avec toutes leurs terres, ou alors financer la construction d'un navire de guerre pour la flotte royale. Ça montre bien le niveau de luxe et d'excès que ce collier représentait. Et là, c'est le point le plus important de l'histoire. C'est que Marie-Antoinette, elle n'a jamais voulu de ce collier. Jamais. Elle l'a même refusé plusieurs fois. Pourquoi? D'abord, il avait été créé pour une de ses rivales. Ensuite, elle le trouvait de mauvais goût, trop lourd, presque comme un harnais pour chevaux. Et surtout, elle a dit une phrase qui est restée célèbre, « La France a plus besoin d'un navire de guerre que de diamants ». Bref, depuis le début, elle est innocente. Bon, alors, si la reine n'a rien à voir dans cette histoire, qui est le coupable? On passe à la suite et on va voir comment une femme incroyablement intelligente et ambitieuse a mis en place un piège parfait. Pour bien comprendre l'arnaque, il faut connaître les 3 personnages principaux. D'abord, on a Jeanne de La Motte, c'est le cerveau de l'opération. Elle est brillante, manipulatrice et elle rêve de devenir riche. Ensuite, on a le cardinal de Rohan. Lui, c'est le pigeon parfait. Il est très puissant, mais il a un point faible. Il est prêt à tout pour plaire à la reine. Et enfin, Marie-Antoinette, la cible, qui bien sûr ignore absolument tout du piège qui se prépare. Et voici le plan de Jeanne. Franchement, c'est du grand art. D'abord, elle manipule le cardinal. Comment? En lui faisant croire qu'elle est une amie secrète de la reine. Elle invente une fausse correspondance avec de fausses lettres. Et le clou du spectacle, elle organise un faux rendez-vous la nuit dans les jardins de Versailles avec une femme qui ressemble à la reine. Une fois que le cardinal est totalement convaincu, elle lui demande d'acheter le collier au nom de la reine en secret. Il tombe dans le piège, il achète le bijou et Jeanne n'a plus qu'à le récupérer et le voler. C'est super audacieux, c'est risqué et ça a marché. Le moment où tout bascule pour le cardinal, c'est ce fameux rendez-vous dans les jardins. En pleine nuit, il rencontre une femme qu'il pense être la reine. Elle lui donne une rose et elle lui dit juste quelques mots. Le passé est oublié. Pour lui, c'est la preuve ultime. Ça y est, il est de retour dans les bonnes grâces de la reine. En réalité, c'était une actrice payée par Jeanne. Mais dans le noir, l'illusion était parfaite. Il est tombé dans le panneau. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y avait des indices. La plus grosse erreur, c'est la signature sur les fausses lettres. Le faussaire a signé Marie-Antoinette de France. Or, un homme de la cour comme le cardinal aurait dû savoir une chose. Les reines de France signent toujours avec leur prénom seulement. Mais il voulait tellement y croire qu'il n'a rien vu. Son désir l'a rendu complètement aveugle. Bien sûr, une arnaque de cette taille finit par être découverte, notamment quand les bijoutiers réclament leur argent. L'affaire éclate au grand jour et un grand procès a lieu. Mais ce procès va avoir un résultat totalement inattendu. Et au final, il n'y aura qu'une seule vraie perdante. Alors voilà les verdicts du procès. Jeanne de La Motte est condamnée, ça c'est logique. Mais attention, coup de théâtre, le cardinal de Rohan est acquitté. Le tribunal décide que c'est juste une pauvre victime. Et la reine, officiellement, elle est déclarée innocente. Mais pour le peuple, c'est tout le contraire. Le procès a détruit sa réputation, pour toujours.
Ce graphique montre bien l'ampleur du désastre. La réputation de Marie-Antoinette était déjà un peu fragile, mais après l'affaire, elle s'effondre complètement. Le peuple refuse de la croire innocente. Pourquoi? Parce que cette histoire d'arnaque, de rendez-vous secret, de dépenses folles, ça correspond parfaitement à l'image négative que les gens avaient déjà d'elle. Même si c'est faux, l'histoire est trop belle pour ne pas y croire. C'est vraiment le début de la fin pour elle. Et c'est là que cette simple arnaque devient bien plus qu'un fait divers. Elle se transforme en un événement politique majeur. On pourra même dire que c'est une sorte de préface à la Révolution française. Regardons un peu la chronologie. En 1785, le scandale explose. En 86, le verdict affaiblit l'autorité du roi et de la reine. Et pire encore, en 87, Jeanne de La Motte s'échappe de prison. Elle part à Londres et elle publie de faux mémoires où elle accuse directement la reine d'avoir tout organisé. Ce livre est un best-seller et il détruit ce qui reste de la réputation de Marie-Antoinette. 2 ans plus tard, en 1789, c'est la Révolution. On voit bien comment cette affaire a nourri la colère et la méfiance du peuple. C'est Mirabeau, une des grandes figures de la Révolution, qui a dit cette phrase « L'affaire du collier a été la préface de la Révolution ». Il avait parfaitement compris que ce scandale n'était pas la cause directe de la Révolution, mais qu'il avait servi de catalyseur. Il a cristallisé toutes les tensions et toutes les haines contre la monarchie. Et voilà l'ironie la plus terrible de toute cette histoire. Marie-Antoinette n'a jamais vu, jamais touché et bien sûr jamais porté ce collier. Et pourtant, ce bijou est devenu pour toujours le symbole de son arrogance, des dépenses folles de la cour et de la déconnexion totale entre la monarchie et le peuple. On termine avec cette question qui résume finalement tout le drame de Marie-Antoinette. Peut-on survivre à la destruction de sa réputation, même quand on est innocent? Pour elle, la réponse a été non. Cette affaire nous prouve une chose, parfois, l'image que les gens ont de quelqu'un est plus puissante que la vérité elle-même. Et quand on y pense à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que les choses ont vraiment changé? Voilà qui donne à réfléchir.